bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission des débats et d'analyse en cette semaine spéciale Rwanda. Le dossier du jour sera consacré au secteur touristique et au sommaire également de cette émission. La visite du président congolais Denis Sassou Nguesso à Paris, capitale française. Il a été reçu par son homologue français, le président François Hollande. Retour sur le plan de développement national triennal de la Côte d'Ivoire qui vient de s'achever. Retour également sur le sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est sur la crise au Burundi. Les recommandations de ce mini-sommet ont été dévoilées. Et puis nous verrons enfin que le Gabon vient de se doter d'un nouveau code minier. Ils sont avec nous tout au long de cette émission, nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à nos téléspectateurs. Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Malik Acher. Malik, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Denis Sassou Nguesso, le président congolais, était à Paris ce mardi où il a été reçu à l'Elysée par son homologue français François Hollande. À l'ordre du jour, les relations bilatérales entre les deux pays, la question du terrorisme ou encore le dialogue national qui a été convoqué à partir du 11 juillet par le président congolais. On fait le point sur cette visite de travail et d'amitié avec Lizelsi Akizimana. La République du Congo, un pays stable. Le renforcement de la cohésion et de la paix est l'une des priorités du président Denis Sassou Nguesso. En visite en France depuis ce mardi, il a été reçu par son homologue français François Hollande. L'occasion de faire le point sur la question sécuritaire au Congo, au moment où le terrorisme et des guerres menacent plusieurs pays de l'Afrique centrale. Le Congo, il va à son rythme et il vient quand même de très loin. Et il a connu des moments sombres de guerre civile. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le Congo vit dans la paix, la sécurité et qu'il y a un réel progrès. Les observateurs honnêtes reconnaissent qu'il y a un réel progrès au Congo et nous pensons que nous allons continuer dans cette voie. Maintenant, l'Afrique centrale a ses problèmes que vous connaissez certainement, la République centrafricaine. J'en ai parlé avec le président Hollande. Boko Haram, les actions sur le Tchad et le Cameroun, nous faisons face. Lors de cet entretien au palais de l'Élysée, les deux présidents ont également abordé la question de l'avenir des institutions congolaises. Le président Denis Sassou Nguesso a en effet annoncé la tenue d'un dialogue national du 11 juillet au 15 juillet. Objectif, inviter les Congolais à se mettre d'accord sur la gouvernance électorale et la réforme des institutions. Nous pensons que le débat national dans notre pays se déroule de manière ouverte et le dialogue sera ouvert. Ça fait plus d'1 an que les Congolais parlent librement des affaires de leur pays, sans entrave. Je pense que tout cela va bien. Le dialogue national fait suite aux consultations que le chef de l'État avait eues avec les forces vives de la nation. Ces dernières se sont déroulées entre le 20 mai et le 4 juin 2015. On a entendu le président congolais qui en parlait de cette crise centrafricaine. On sait également que le Congo sort d'une guerre civile qui a miné sa stabilité sécuritaire, sociale, économique. Est-ce que la crise centrafricaine met en péril la reconstruction du Congo ? Je ne crois pas. C'est un risque qu'il ne faut pas négliger, vu le voisinage. Mais je ne crois pas qu'on peut établir un lien direct entre les deux situations. Il est vrai que la Centrafrique, aujourd'hui, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir immédiat. Mais bon, il y a des efforts de paix qui sont faits, et notamment le fait que le président Denis Sassou Nguesso soit médiateur dans ce conflit fait qu'il occupe une position centrale. On ne peut pas être médiateur de la paix et en même temps vivre, en tout cas, ne pas éviter le conflit chez soi-même. Donc je pense que le dialogue national politique va dans ce sens-là et espérons que ce qui va en ressortir soit positif pour l'ensemble des Congolais.
Alors Malik, un dialogue national a été convoqué 11 juillet. On sait déjà que l'opposition appelle au boycott de ces consultations. Dans un tel contexte, comment organiser des élections stables ? Ça va être difficile parce que le risque, à mon avis, est grand. On a vu ces points de blocage qui existent dans plusieurs pays et le Congo doit faire face justement à peut-être un soulèvement populaire, on ne sait pas. Je ne veux pas être pessimiste pour le Congo, mais il y a toujours cette question justement des mandats présidentiels, de la transparence des élections qui est encore sur la table. Et je partage, par contre, j'ai un avis tranché sur la question, vous le savez, je ne suis pas contre le cumul des mandats et je trouve que l'opposition a tardé dans son opposition au président Sassou Nguesso et ne pas venir à la table des négociations ou en tout cas plutôt que des négociations, des discussions sur l'avenir justement de la Constitution, la révision de la Constitution et des élections futures. Je pense que c'est pas très responsable de l'opposition. Après, on peut comprendre ses craintes et justement sur la transparence future de l'élection présidentielle. Alors, Jean-Marc, est-ce que cette visite en France n'est pas une façon pour le président Denis Sassou Nguesso de s'assurer du soutien de la France justement en cas de réforme constitutionnelle ? Vous avez raison là-dessus, Amira, parce que quand on lit ce qui se passe dans la presse, on s'aperçoit que tous les membres de l'opposition disent que le voyage du président Sassou Nguesso en France était pour essayer de venir arrondir les angles afin de mieux, comment dirais-je, pouvoir toucher à la Constitution pour un troisième mandat. Sauf qu'il y a deux écueils. Le premier écueil est le suivant, c'est que vous avez déjà son âge qui, selon la Constitution, il ne devrait pas se représenter. Et en droit, on sait que la loi n'est pas rétroactive. Donc ça voudrait dire quoi? Si on met en place, comment dirais-je, une nouvelle Constitution, ça lui donne des possibilités de pouvoir se représenter parce qu'il se targuera qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans une nouvelle, comme il appelle à l'intérieur au niveau du Congo, c'est-à-dire la nouvelle dynamique, c'est-à-dire politique du pays. Et de l'autre côté, vous avez la dynamique au niveau de l'Afrique centrale. Comme Daouda l'a souligné tout à l'heure, là c'est très très important. Vous êtes, comment dirais-je, médiateur dans des conflits internes à des États. Il faudrait quand même, comment dirais-je, à ce niveau-là, essayer de donner l'exemple et de ne pas remettre de l'huile sur le feu. Comme on l'a suffisamment rappelé ici, ça fait pas très très longtemps que le Congo est sorti de là où il est sorti. Ça ne fait que 97, donc on a l'impression que c'est loin. C'est pas si lointain que ça. Ça fait pratiquement quoi? Ça nous fait pratiquement une quinzaine d'années. Donc une quinzaine d'années, c'est pas énorme. Donc ça peut repartir du jour au lendemain. Donc je compte, comment dirais-je, sur la sagesse du président Sassou là-dessus. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je me dis tout simplement, c'est-à-dire nous tous Africains, quand on parle sur ce plateau, nous avons, comment dirais-je, le souci de la stabilité de nos États afin de pouvoir favoriser la croissance économique des régions entières. Et la Côte d'Ivoire vient d'achever son plan national de développement 2012-2015. Un second PND doit prendre place dès l'an prochain, un plan triennal. Il doit permettre d'asseoir les acquis du plan précédent, mais aussi d'amorcer de réels changements pour rendre enfin la croissance inclusive. Arwa Barkala. En Côte d'Ivoire, le plan national de développement, le PND 2012-2015, touche à sa fin. L'heure est donc au bilan, mais déjà le second plan triennal de développement est en élaboration pour une mise en œuvre à partir de 2016. Objectif, consolider les acquis du plan de développement 2012-2015 pour faire de la Côte d'Ivoire une économie émergente en 2020, tel que prévu par le gouvernement. L'investissement sur la cohésion sociale, sur la réconciliation, sur la paix, la sécurité doit continuer. C'est la base de tout et le président de la République attache du prix aux efforts qui seront faits là. Deuxièmement, nous continuons donc d'être le top producteur en matière de cacao, 40%, premier producteur actuellement de noix de cajou et donc parmi les premiers producteurs de plusieurs vivres. Ce que la Côte d'Ivoire veut, c'est de ne pas continuer à exporter des matières premières brutes, mais de transformer. Donc l'agro-industrie va occuper une place de choix et justement nous préparons le terrain avec les zones industrielles sur l'ensemble du territoire. Un schéma directeur a été mis en œuvre et nous allons donc aller dans ce sens. La Côte d'Ivoire affiche l'un des taux de croissance les plus élevés au monde, soit 9% en 2014. Mais pour beaucoup d'observateurs, les populations profiteraient encore très peu de cette croissance. Pour les autorités, des mesures seraient en train d'être prises pour rendre la croissance économique plus inclusive et profitable aux populations.
il faut faire en sorte que nous puissions donc continuer à créer l'emploi pour tous, donc tous les secteurs porteurs de l'emploi. L'agriculture va continuer à occuper ce secteur, les services, notamment l'industrie touristique, la téléphonie, les transports vont donc occuper également des places de choix. Mais nous savons que tout cela demande que les facteurs de production soient disponibles, donc l'investissement sur l'énergie va se poursuivre. Nous voulons accroître notre capacité, nous allons améliorer les réseaux de distribution, y compris vis-à-vis de nos voisins. Donc ce sera ces secteurs-là qui seront ciblés pour que la croissance soit inclusive et que chaque ménage ressente donc les retombées de ce que nous avons fait. Parmi les autres secteurs visés pour la diversification de l'économie, le secteur minier reste une priorité pour le gouvernement. À titre d'exemple, la production d'or est passée de 8 tonnes d'or en 2012 à 18 tonnes en 2014. Daouda, le plan triennal touche donc à sa fin. Quel bilan dressez-vous ? Écoutez, Amira, moi je trouve que c'est un succès à ce niveau-là. Et je le dis sans réserve au niveau un succès par rapport à ce qui avait été projeté. Ce plan-là, c'était basé sur des prévisions de l'ordre de 9%, 10% de croissance en moyenne. Cela a été atteint. La diversification de l'économie est enclenchée. La Côte d'Ivoire prend le chemin inverse des autres pays en termes de thématique de diversification, puisqu'elle diversifie par les mines, puisque historiquement son économie est basée sur l'agriculture notamment. Ce qui est assez intéressant à mon avis. Maintenant, au niveau de la répartition des richesses, c'est là où je vais avoir une réserve. Et espérons que ce premier plan triennal, le premier PND, qui s'inscrit dans la phase, bien entendu, dans l'objectif de mettre la Côte d'Ivoire sur la rampe de l'émergence en 2020, espérons que ce premier plan qui s'est soldé par un succès puisse, en tout cas, être la première étape d'un partage de la croissance ivoirienne lors de la deuxième phase d'exécution. Monsieur Jean-Marie, on peut clairement parler d'un bilan en demi-teinte pour la Côte d'Ivoire. Je prendrai la même position que Daouda là-dessus. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus parce qu'il y a pas mal de projets. Bon, j'étais en train de regarder les informations. Là, je me suis aperçu qu'ils sont en train... C'est-à-dire, on parle souvent du plan d'urbanisation de nos villes sur ce plateau. Et les Ivoiriens sont en train de mettre en place, comment dirais-je, un train qui va traverser, comment dirais-je, toute la ville. Et ce sont ces infrastructures-là qui sont intéressantes et qui sont même nécessaires au bon développement, c'est-à-dire de nos pays. Non seulement ça booste la croissance, et cette croissance-là maintenant, est-ce qu'elle va aboutir à un développement effectif? Le développement effectif, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le partage des richesses soit équitable par rapport à la population. Mais je suis confiant là-dessus dans la mesure où je me dis, vous savez, l'économie c'est quoi? En Afrique, nous avons tellement de nécessités, tellement de besoins que dès qu'on annonce un plan, on a l'impression que ce plan-là va porter ses fruits du jour au lendemain. Sauf que dans un cycle économique, le cycle économique, c'est quelque chose qui est long, comme je le rappelle tout le temps sur ce plateau. Les actions qu'on pose aujourd'hui vont porter, comment dirais-je, leurs fruits dans 3, 4, 5 ans. Donc, immédiatement, on ne peut pas, c'est-à-dire voir les fruits de ces investissements-là. On en parle aux Ivoiriens, ils se disent que nous, on ne voit rien. Sauf que c'est un processus qui est très, très long. Et ce qu'il y a de positif là-dessus, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de se lancer résolument vers la voie de l'industrialisation. Ils sont en train vraiment de mettre une stratégie d'industrialisation agroalimentaire qui est relativement intéressante. En tant que premier producteur mondial de cacao, ils sont en train de se battre vraiment pour mettre en place des unités de transformation. Donc, c'est bien parce que la Côte d'Ivoire commence par ses points forts qui sont... Bon, maintenant, les mines vont venir après, comme Daouda le disait. C'est tout simplement pour venir compléter et renforcer même éventuellement la croissance qui aurait déjà été mise en place par le biais de toutes les infrastructures énergétiques, surtout le transport et tout ce qui s'ensuit. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis relativement confiant par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire là-dessus parce que les stratégies de croissance et de développement qui ont été mises en place sont des stratégies efficaces de mon point de vue. Malik, vous partagez l'optimisme de Jean-Marie, la Côte d'Ivoire, nation émergente en 2020, elle en a les moyens? Oui, elle en a les moyens, mais un point négatif, par contre, ça serait peut-être les disparités régionales. Je pense que le nord de la Côte d'Ivoire, à cause du conflit, justement, a été un peu abandonné, malheureusement par l'État, mais c'est dû au conflit. Donc, justement, le défi pour la Côte d'Ivoire aussi, c'est d'avoir un développement
développement économique harmonieux et de ne pas justement laisser les régions du Nord enclavées, notamment en marge du développement économique. Ça, c'est du ressort de l'État et de ses capacités d'investissement. Mais comme Jean-Marie et Daouda l'ont souligné, je pense que le plan qui a été mis en place vise justement à promouvoir ces industries de transformation dans tous les secteurs, que ce soit dans les mines ou l'agriculture, et je pense que c'est la seule façon pour la Côte d'Ivoire justement de résorber le chômage et de booster son économie à long terme. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.